Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi RTI1 pour vous informer sur la Côte d'Ivoire et sur le monde. Dans ce journal, nous nous rendrons à Tabagne, dans le département de Bondoukou, pour prendre part à l'Adaye Kessié, la célébration de la culture bron. Une célébration qui s'est faite cette année en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan et de plusieurs membres du gouvernement. La culture occupe une place importante dans cette édition. Vous le verrez, nous nous intéresserons également à l'Abissa 2018, l'événement culturel du peuple Nzima Kotoko qui devait avoir lieu le 20 octobre dernier se déroulera finalement le 10 novembre prochain. Le comité d'organisation de l'Abissa l'a confirmé hier dimanche. L'ensemble des partis d'opposition béninois exigent au président Talon le retour immédiat et sans délai des exilés politiques. L'opposition exige aussi l'abrogation de la loi qui crée la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, machine à juger les opposants sous le prétexte de la lutte contre la corruption. Mais avant, sachez que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly se rendra ce lundi 5 novembre à Oslo en Norvège où il prendra part à la conférence pour le refinancement du mécanisme de financement mondial. Notre reporter Herman Guivet est déjà sur place à Oslo. Il a assisté ce matin à une table ronde portant sur les actions réalisées par plusieurs pays dans le cadre de l'amélioration de leur système de santé. Cette table ronde a réuni plusieurs experts de la santé qui ont partagé leurs expériences quant à leurs acquis. Le président du Burkina Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, s'est exprimé à cette occasion, rappelant l'essentiel des efforts accomplis par son pays dans le domaine donc de la santé pour réduire la mortalité des femmes et des enfants. Plongeons-nous à présent dans notre terroir, notre identité culturelle. Tout d'abord, l'Adaye Kessié, ou la célébration de la culture bron dans toutes ses dimensions. L'événement, c'était à Tabagne, dans le département de Bondoukou. Il a eu lieu du 30 octobre au 4 novembre dernier. Une célébration en présence du vice-président Daniel Kablan-Duncan et de plusieurs membres du gouvernement qui sont allés voir de près les valeurs culturelles du royaume bron. Serge Coléa y était aussi pour RTI. Le kété et le bento, deux danses à la gestuelle gracieuse. Deux rythmes qui symbolisent la noblesse royale en pays bron. C'est le plateau artistique qui a été choisi pour accueillir le vice-président, invité de marque de l'Adaye Kessié 2018. Daniel Kablan-Duncan et les autres invités bien installés, la parade des chefs peut commencer. Les princes des 5 provinces, membres du gouvernement bron, les chefs de canton et des villages étalent la richesse culturelle de ce peuple dont les ramifications s'étendent jusqu'au Ghana voisin. Les 37 alliés du royaume sont également de la partie. L'Adaye Kessié met cette année les alliances interethniques en avant, comme le témoigne ce discours du porte-parole du royaume, interrompu par les autres alliés à Caen. Chers alliés du peuple baoulé, Agni. Qui t'a donné permission? Tu as demandé permission à qui? Mais toi-même, tu es qui même? Nous sommes les Akans qui vous commandent. Toi, esclave du Moronou, tu viens voir m'interrompre? Tu peux m'interrompre? On peut vous interrompre à tout moment. C'est pas possible. Si tu veux, nous allons devant le roi. Même le on vice-président ne peut pas m'arrêter. Après un conciliabule, dans la pure tradition, l'entente revient. Moment choisi par les différents intervenants pour saluer cette tribune qui garde intactes les valeurs culturelles et patrimoniales bron. Le vice-président se félicite de la renaissance de l'Adaye Kessié après 31 ans de silence. Majesté, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers parents du royaume bron, le président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, m'a demandé de vous traduire à la fois sa fierté et sa solidarité pour cette manifestation qu'il soutient hautement. Puisant aux sources profondes et séculaires du riche patrimoine bron, l'Adaye Kessié représente une part significative de l'héritage civilisationnel et culturel du peuple bron. Je voudrais surtout me féliciter de ce que, par-delà son aspect festif, l'Adaye Kessié soit un véritable facteur de consolidation de la paix, la cohésion sociale et en un mot du vivre ensemble. La vie du royaume bron est marquée par l'Adaye, qui est le tout premier conseil de l'année.
La Daye réunit tout le royaume bron autour de son roi et traite des affaires économiques, sécuritaires et judiciaires. La Daye Kessié se tient 12 jours après la fête de l'Ignam. Ça, c'était à Tabagne, dans le royaume bron. Bouna a désormais un nouveau roi. Il a été installé il y a une semaine. Vendredi dernier, le deuil de l'ancien roi est élevé. Feu Jarakoroni II était de la lignée des Piawarai. Son successeur, de la lignée des Kunga, administre maintenant le royaume avec pour nom de règne Negek Bliman, traduisez le fer qui pèse lourd. Son intronisation s'est faite dans la pure tradition et le respect strict des rites. Notre équipe de reportage était sur place pendant le processus d'intronisation. Eugène Atoubé nous le décrit maintenant. C'est lors des grands événements comme ici, l'intronisation du nouveau roi de Bouna, que le bento fait son apparition en public. Le bento, danse royale, exprime aux hôtes du royaume les mots de bienvenue du roi et sa notabilité. Le ton est toujours solennel et majestueux. Un spectacle dont le public se délecte à l'envi. Mais avant l'entrée en scène du bento, plusieurs autres danses de la région y trouvent le lieu de leur expression. S'il y a décès, on dit à Noz, le roi, il arrive à déléguer les gens qui vont aller aux funérailles pour le nom de Bunkani. La manière dont on se côtoie, on sait que ça va, l'ensemble comme c'était avant. Nous sommes un peuple allié à celui de Bouna, à celui de Kong, mais la grande contribution, c'est notre présence physique. Les Brons, partout où nous allons, nous essayons vraiment de nous illustrer à travers nos danses. Pendant que les danses se succèdent, le futur roi se prépare au rituel de la prise du pouvoir avec les dignitaires de la cour. Ce sont les notables du roi défunt et ceux du roi de Yalo qui sont chargés de cette préparation. Tout se passe dans la cour du disparu. Fait notable, c'est le roi de Yalo qui est chargé d'assurer l'intérim pendant 90 jours. Mais il interdit de trône à Bouna, car intérimaire à vie, exigence de la tradition. Quand Bao est allé créer son village, qu'on appelle Yalo, pour se venger sur ses frères, qui sont Gago, Piaware et Kunga, leur mère lui a dit, lorsque un d'entre eux, les trois, mourra, il faut toi impérativement pour le traiter. On continue de pleurer Jarakoroni II en même temps qu'on nourrit l'espoir de voir le nouveau roi perpétuer l'œuvre du défunt. Nous voulons féliciter la cour royale, les populations et souhaiter que le nouveau roi puisse marcher dans les traces du roi défunt pour aller vers la cohésion sociale de nos populations. Nous prions les dieux, les mânes et les ancêtres pour qu'ils puissent être à la hauteur, pour qu'ils puissent à tout le moins maintenir la balle là où elle est, sinon l'amener un peu plus loin. Mais nous serons à ses côtés pour lui apporter ce que nous pouvons, pour lui permettre d'aller un peu plus loin, parce que nous avons vocation à aller toujours de l'avant. En pays Koulango, le successeur d'un roi qui rejoint l'au-delà est intronisé en période de funérailles de son prédécesseur. Le jour même de son intronisation, les femmes se retrouvent au domicile du défunt roi. C'est le lieu de rassemblement pour le départ à la rivière sacrée où elles accompagnent les veuves du roi Jarakoroni II. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de le pleurer. Donc, on doit aller au marigot ce matin. On appelle ça Baba. Donc, quand il y a décès, le roi meurt, c'est là-bas, on va puiser l'eau pendant 3 mois pour laver nos saletés qui sont sur nous. Cette eau, normalement, devait être cherchée à Yalo. Ils ont atténué un peu la sentence pour leur dire que vous cherchez cette eau ici, sur la route, bien sûr, de notre village. Vous gérez votre pouvoir, mais lorsque vous allez mourir, c'est moi qui vais venir vous traiter, c'est moi qui vais vous enterrer pour assurer votre intérim. Donc, cette eau dont on a besoin pour faire certains rites, vous irez chercher ça à Yalo, à pied. Quelques heures plus tard, les femmes sont de retour de la rivière sacrée. Les plus jeunes d'entre elles sont comme
possédées par une force invisible. Difficile pour elles de contenir leurs émotions dans cette atmosphère de lamentation. Quant aux veuves, elles feront le tour de la palissade où est déposée la sépulture du roi défunt. Les femmes auront ainsi débarrassé l'endroit de toute souillure et de toute impureté au bénéfice du futur roi et à celui du roi défunt. Il y a 3 lignages qui se succèdent au trône. Le premier lignage, c'est le lignage Gago. Le deuxième, le lignage Piawari. Et le troisième, le lignage Kunga. Le pouvoir vient de quitter le deuxième lignage pour aller au troisième lignage. Le dispositif pour l'intronisation est prêt quand le futur roi fait son entrée à la place de la cérémonie. Surprise. Il doit faire face à une forte opposition des soldats du défunt roi, qui engagent aussitôt le combat. Mais avant de recevoir ses attributs, le futur roi est sèchement sermonné par les vassaux du roi de Yalo, qui finit son intérim avec l'intronisation. Un moment extrêmement important et hautement significatif car le nouveau roi reçoit le résumé des attentes et préoccupations des populations, dernière volonté de son peuple avant son couronnement. Tu es installé aujourd'hui comme roi de Bouna. À compter de ce jour, tu as droit aux honneurs de ton rang. Mais en retour, à compter de ce jour, tu es comptable du bonheur comme du malheur, de l'abondance comme de la famine, de la paix comme de la guerre. Ta mission première est d'assurer la paix et la cohésion sociale au sein des populations du royaume, de toutes les populations du royaume. Dans Diakere-Dougou, nouveau roi de Bouna, à l'état civil, Ningué Gliman, anciennement chef de province de Niamoué, devient le 31e roi de Bouna. Le domicile du roi défunt devient l'ancienne cour royale, inscrit désormais au rang de patrimoine du royaume. Les populations, quant à elles, attendent toujours l'achèvement du palais royal, dont les travaux sont à l'arrêt à ce jour. C'était un reportage signé Eugène Atoubé. Initialement prévu pour le 20 octobre dernier, l'Abissa 2018, la fête annuelle d'Enzima Kotoko se tiendra finalement ce 10 novembre. L'information a été donnée hier dimanche par le comité d'organisation qui précise que mercredi prochain aura lieu une grande cérémonie de purification de la place Abissa, place considérée comme souillée par les violences survenues au lendemain de la proclamation des résultats des élections municipales et régionales couplées du 13 octobre. Issa Chonayeo, témoignage. La nouvelle est désormais officielle. L'Abissa 2018 aura lieu le samedi 10 novembre prochain. Mais, contrairement aux années précédentes, le volet populaire de la fête se fera qu'en 2 heures à la place Abissa, au quartier France à Grand Bassam. C'est ce qui est ressorti du conclave de plus de 3 heures entre le comité d'organisation et des garants de la tradition Nzima Kotoko. L'Abissa de cette année est très particulier, étant donné qu'il s'agit d'événements particuliers que le peuple a décidé de concentrer l'ensemble de l'Abissa sur une journée. Donc samedi, de 16h à 18h, le peuple viendra autour de l'Edongolé pour célébrer sobrement l'Abissa de cette année, afin qu'on puisse se retrouver et qu'enfin l'année prochaine on puisse donner à l'Abissa toute sa dimension. Bien avant le volet festif, une cérémonie de purification de la place Abissa se fera le mercredi 7 novembre. Place qui avait été désacralisée suite aux violences liées aux élections municipales et régionales du 13 octobre dernier. Voilà pour le chapitre culture de ce journal. Découvrons à présent une science. C'est à Boaké que je vous amène. Cette science, c'est la mutationnelle. Elle facilite la mémorisation et donc le développement personnel chez les jeunes. Son inventeur, un jeune ivoirien, l'appelle aussi science ludo-éducative, puisque basée sur des jeux de mots et de lettres. Hassan Khan, Kader Sogodogo de la station régionale RTI Boaké. Quand on va à l'école, le plus souvent, on étudie et puis après on oublie. Parce qu'on n'étudie pas pour avoir la connaissance, mais juste pour avoir la note pour passer. Alors que c'est la connaissance qui est la clé de la vie.
Séance d'explication de la science mutationnelle à l'école primaire publique Bruco. La science mutationnelle se veut la traduction de la vie de l'homme en société et l'explication du fonctionnement du monde à travers un ensemble de jeux, de codes, de mots et des lettres alphabétiques. Nous avons une clé d'évolution. Quand on va à l'école, regardez bien le CLE, on a C, CP1, CP2, CE1, CE2, CM1, CM2. De la 6e à la 3e, on est collégien, c'est le C. De la seconde à la terminale, on est lycéen, c'est le L. Et après, on devient étudiant, c'est le E. Donc vous voyez, ça, c'est le décodage. Donc on apprend aux élèves à décoder. On apprend aux élèves à coder. On apprend aussi le côté culturel, le côté africain. Après la ville d'Abidjan, la jeunesse de Bouaké découvre cette science ludo-éducative dont l'objectif est le changement positif dans la mentalité des jeunes. Axé sur l'éducation, qui essaie de montrer les valeurs humaines, l'amour, la justice, on apprend en jouant. Les promoteurs de la science mutationnelle entendent vulgariser cette science auprès de la jeunesse ivoirienne, d'où le thème de sa caravane, atteindre l'horizon par la perfection. Voilà pour la science mutationnelle. Venons-en maintenant à cette autre trouvaille, le projet YAM6 pour produire l'igname en très grande quantité. Invraisemblable et pourtant c'est prouvé. Dans le village de Lilio à Soubré, 82 agriculteurs sont formés pour réaliser sur une petite parcelle de très grandes récoltes d'igname. Notre reporter Soro Corona l'a vu, il nous raconte. Dogbo Rémi pratique la culture intensive de l'igname depuis 3 ans. Les parcelles pour la culture du riz, aliment de base du peuple bété, deviennent de plus en plus rares. Sur au moins 20 mètres sur 10 mètres, le bété peut faire quelque chose de 400 à 500 buts. Les 400 à 500 buts bien traités, ça va nous rapporter beaucoup de choses. Sur une superficie de 10 mètres sur 20, il arrive à produire plus de 5 tonnes d'igname. Cela grâce au projet YAM6. Les sols se sont dégradés au fil des années suite aux mauvaises pratiques des paysans. Et aujourd'hui, cette dégradation affecte négativement les rendements. Et donc, notre objectif, c'est donc de générer des innovations qui permettront aux producteurs de restaurer cette fertilité de sol. À Koziayo, village de la sous-préfecture de Lilio, ce projet intervient comme une réelle alternative à la lutte contre la sécurité alimentaire. Ça assure la sécurité alimentaire, ça il faut le dire. Aujourd'hui, même les gens consomment l'igname comme on le consomme le riz. Aujourd'hui, on le consomme. Hein. Matin, tu réveilles, tu dis à ta femme, mets-moi de l'igname au feu. À des moments, le soir, tu dis, bon, fais-moi un petit plat de foutou igname. Le riz, il faut garer un peu. Le projet encourage la culture intensive de l'igname tout en préservant l'environnement par la mise en œuvre des techniques de gestion de fertilité adaptées aux conditions locales des producteurs. Avant, nous disions que sur une parcelle, on ne peut pas cultiver 2 fois l'igname. Mais avec l'arrivée de YAM6, nous sommes dans notre 3e année. Et la 3e année, nous ne faisons que donner une bonne production, un bon rendement sur le même site. Ça nous donne d'économie parce qu'avant, quand on récolte un peu le cacao, c'est pour aller acheter de la nourriture. Mais avec l'arrivée de YAM6, nous avons une autosuffisance alimentaire. Le projet YAM6 est en expérimentation dans 2 localités du pays, Lilio et Tienougué. Quel bilan 4 ans après sa mise en œuvre, avant son extension dans le reste du pays? Nous avons mis en place des systèmes de rotation qui intègrent les légumineuses telles que l'arachide et puis le niébé, qui sont en fait des cultures alimentaires pour ces populations-là. Nous avons également introduit des systèmes de jachère de courte durée. Aujourd'hui, dans les essais qu'on a conduits ensemble avec eux, les résultats sont évidents sur la croissance des plants. À Lilio, déjà 82 producteurs ont été formés à la production, à la conservation et au traitement des semences. L'igname est consommé par 300 millions de personnes à travers le monde. Du côté de Daloa, c'est un appel à la vigilance qui a été lancé par le préfet de police aux opérateurs économiques acheteurs de produits. Et cela 1 mois après l'ouverture de la campagne Café Cacao. Au cours d'une tournée de sensibilisation des acteurs de la filière de la région du Haut-Sassandra, le préfet leur a recommandé la protection par la police lors des déplacements des fonds. Cela en vue de réduire les attaques à main armée durant la campagne. Voici la correspondance de Konaté Ngana.
La police de Daloa en tournée d'échange et de sensibilisation avec les opérateurs de la commercialisation du café et du cacao. Au cours de cette rencontre avec la communauté burkinabé, le préfet de police a appelé les acheteurs et sociétés coopératives à la vigilance. Ouattara Lansina explique le mode opératoire des bandits, souvent postés devant les banques ou après les corridors. Là, dans leur groupe, il y a un qu'on met sur vous. Ça peut être un de vos bons petits. Donc quand tu vas à la banque, il sait que tu allais chercher l'argent. Donc il met aussi un de leurs membres devant les banques. Donc cela, il te dit, il est rentré, il a pris. Quand il signale, maintenant on va voir si tu vas retourner au magasin ou bien si tu vas aller hors de la ville. Ils mettent un de leurs complices après le corridor. Donc dès que tu dépasses le corridor net, ils ont des motos Apache qui sont rapides ou des véhicules sport rapides. Ils les prennent pour vous attaquer devant. Des échanges qui ont permis d'attirer l'attention des acheteurs lors des mouvements de fonds des coopératives sur le terrain. Depuis l'année passée à cette période, nos compatriotes ont été attaqués à plusieurs reprises. Il y a certains qui ont perdu les sommes de 50, de 90 millions, de 40 millions. Et cette année, grâce à la vigilance de la police, nous sommes un peu en sécurité. Nous souhaitons que cette année soit vraiment une année vierge au niveau des braquages. Les acheteurs issus de la communauté libanaise ont aussi bénéficié des conseils du préfet de police. Ouattara Lansina a fortement recommandé la protection de la police lors des déplacements des fonds. Avec la coordination du 1er arrondissement, la police de Daloa a fait un grand travail. On a senti un grand changement. On a constaté, on a vu de nos yeux et on a même assisté au tribunal tous ceux qui ont été arrêtés il n'y a pas longtemps. Écroué de l'autre côté. Ça veut dire que la justice existe. Durant la campagne précédente, plusieurs acheteurs de la région du Haut-Sassandra ont été victimes de braquages. Les acteurs de la commercialisation sont donc appelés à la vigilance. Autre chose à présent, le directeur du Jardin botanique de Nancy en France est arrivé jeudi dernier en Côte d'Ivoire. Une visite qui a pour objet d'aider au développement du Jardin botanique de Bingerville, notamment sur la conservation des espèces végétales et sur la recherche. Il s'agit donc d'une visite de travail et de coopération qui va durer 5 jours, avec également des visites à l'intérieur du pays dans les plantations de cacao. Patricia Omoitia. La visite de travail et de coopération du directeur du Jardin botanique de Nancy en France s'articule autour de 2 axes. Comment aider à la sauvegarde de la flore rare du jardin et voir comment le Jardin botanique de Bingerville pourrait intégrer les vastes réseaux mondiaux des jardins botaniques dans le monde qui comptent environ 2500 jardins. On a des plantes de Côte d'Ivoire, on n'en a pas beaucoup pour l'instant. Mais on a des plantes qu'on retrouve par exemple à Bingerville que nous avons également à Nancy. On a les deux, on a à la fois des plantes pour la préservation. Alors pour l'instant, on n'a pas de plantes rares encore de la Côte d'Ivoire, mais c'est tout l'objet de la coopération, c'est de voir comment les 2 jardins botaniques, entre Bingerville et Nancy, on va pouvoir aider à la sauvegarde de la flore rare et protégée de Côte d'Ivoire, et puis également peut-être faire des programmes de coopération pour que les enfants en Côte d'Ivoire et les enfants à Nancy apprennent sur des bases communes la préservation de l'environnement. Au Jardin botanique de Bingerville, ce sont 350 espèces ligneuses que l'on peut découvrir sur une superficie de 56 hectares. Les activités principales du jardin sont basées sur la conservation et la modernisation. L'inventaire des plantes du Jardin botanique de Bingerville est en cours et avec cette coopération avec le Jardin botanique Jean-Marie Pette de Nancy, un appui technique et financier est nécessaire. La décennie de crise que nous avons connue a mis le jardin un peu en retard et donc nous allons nous axer sur plusieurs points tels que la conservation, la modernisation du jardin même et puis la participation à l'écotourisme aussi parce qu'il faut dire que de plus en plus nous recevons des visiteurs qui sont des touristes pour nous. Au thème des échanges, le directeur général du Jardin botanique Jean-Marie Pette de Nancy a visité le Jardin botanique de Bingerville. Il a manifesté un intérêt permanent des plantes de nos régions pour s'associer et mettre en œuvre un partenariat efficace.
Bientôt, une réunion interville des clubs Rotary de Côte d'Ivoire. Ce sera en février 2019 à Korogo et l'événement va regrouper plus de 500 Rotariens. Ils vont échanger sur la vision commune des Rotary Clubs de Côte d'Ivoire et des actions de solidarité à mener dans les domaines de l'éducation, la santé et le développement communautaire. À cette occasion, les Rotariens vont donner le sourire aux orphelins de la ville en faisant don d'une pompe à motricité humaine d'une valeur de 3 millions de francs CFA à l'orphelinat de Korogo. Doigt des lasers. Korogo, ville retenue pour abriter la 36e interville des Rotary Club de Côte d'Ivoire. Une rencontre annuelle organisée par le Rotary Club Abidjan Atlantis en vue de permettre aux différents clubs rotariens de se connaître et de partager leurs expériences dans le but d'améliorer l'impact de leurs actions dans les domaines de la santé, de l'éducation et du développement socio-économique des populations. Nous avons 27 clubs qui vont se retrouver à Korogo cette année. Les grandes actions, c'est d'abord une réunion de tous les clubs Rotary. C'est ensemble harmoniser nos points de vue. C'est d'abord aussi des formations. En plus de ça, nous aurons aussi un don de sang. Parce qu'à l'intérieur, nous constatons que les gens manquent beaucoup de sang. Nous allons profiter aussi pour découvrir Korogo, voir ces facettes, autres facettes que les gens ne voient pas de Korogo, comme les tisserands de Waraniéré. Plus de 300 cadres, décideurs et personnalités du pays, membres des clubs Rotary de Côte d'Ivoire, vont participer à cet événement qui a pour thème bâtir un développement durable pour un réel impact sur la Côte d'Ivoire. Une initiative saluée par les Rotariens. On sait qu'on est Rotariens, mais on peut ne pas se connaître. Le fait de se réunir tous ensemble dans un lieu pendant 2-3 jours, de toutes les villes de Côte d'Ivoire, de tous les quartiers d'Abidjan, on apprend à se connaître, on apprend à savoir qui est Rotarien, se faire de nouveaux amis, enrichir la camaraderie, de nouvelles connaissances. Le Rotary Korogo est un jeune club qui a été créé en 2013. Nous avons besoin des clubs qui ont plus de 20 ans, 30 ans d'expérience afin de pouvoir quand même gravir certains échelons. Les actions vont nous permettre de quand même parler du Rotary. Et parler du Rotary va permettre à certaines personnes de pouvoir quand même venir frapper à nos portes. Et ce sera à nous de les accueillir, de savoir les accueillir, les orienter et les fidéliser dans les clubs. La 36e réunion interville des clubs Rotary de Côte d'Ivoire est prévue du 21 au 24 février 2019. Plusieurs actions sociales vont meubler cette activité, entre autres un don d'une pompe à motricité humaine à l'orphelinat de Korogo pour un coût global de 3 millions de francs CFA. Le site d'inscription en ligne a été présenté aux membres rotariens. Direction l'église missionnaire prophétique de la Moisson où les fidèles chrétiens ont témoigné hier dimanche leur reconnaissance à Dieu. C'était lors d'un culte d'action de grâce. Les pèlerins de retour d'Israël ont manifesté leur gratitude à Dieu. Le reportage de Frédéric Oulaï dans un récit d'Abou Sanogo vous sera proposé dans nos prochains journaux. L'actualité internationale pour refermer ce journal. Avec Laurent Sachaud et Alexis Ouedraogo, nous irons au Bénin, en Mauritanie et aux États-Unis. Aux États-Unis, donc, où le pays a rétabli à partir de ce lundi 5 novembre un régime de sanctions sévères contre l'Iran. L'ensemble des partis de l'opposition béninoise se lient contre le président Patrice Talon. Elle entend coopérer en vue des prochaines élections dans le pays, en vue de défendre la démocratie. Au nombre de leurs revendications, le retour immédiat des exilés politiques avec la garantie de sécurité et la possibilité de participer à la vie politique. Elle revendique aussi l'abrogation de la loi qui crée la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, une cour spéciale qui ne permet pas de faire appel et qui, selon l'opposition, est une machine pour juger les opposants sous le prétexte de la lutte contre la corruption. À compter du 1er janvier 2019, la Mauritanie ne bénéficiera plus des avantages commerciaux des États-Unis au titre de la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique AGOA. Le président américain estime que le pays n'en fait pas assez pour éradiquer l'esclavage. La décision est tombée au terme d'une revue annuelle qui établit que la Mauritanie ne progresse pas suffisamment dans la mise en place de la protection des droits des travailleurs internationaux dans le pays.
Les États-Unis rétablissent à partir de ce lundi 5 novembre un régime de sanctions sévères contre l'Iran. Washington interdit désormais de faire du commerce avec la République islamique qui ne pourra donc plus vendre officiellement son pétrole aux pays étrangers. Une dérogation sera accordée à 8 pays qui pourront continuer dans un premier temps à acheter du pétrole iranien avant de stopper eux aussi tout commerce. Pour l'heure, les États exemptés ne sont pas connus. L'économie iranienne est déjà durement touchée par les premières sanctions américaines qui ont fait chuter la valeur de leur monnaie. C'était donc un récit de Laurent Sachaud et Alexis Ouedraogo, un récit donc qui nous a conduit au Bénin, en Mauritanie et aux États-Unis. Le pays a rétabli à partir de ce lundi 5 novembre un régime de sanctions sévères contre l'Iran. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain ici même à 13h.